On refait le Mac, le podcast, le débat high-tech numéro 1 en France. Chaque semaine, vous retrouvez sur www.onrefaitleMac, votre émission hebdomadaire. Bienvenue dans les studios de Tech.tv, la chaîne de toute l'actualité numérique que vous retrouverez très prochainement à la rentrée en septembre et qui met à notre disposition ce magnifique studio. Cette semaine, on va parler de Mac, enfin, mais avant de retrouver notre fine équipe, tout de suite, place au sommaire. Can't innovate anymore, my ass. On ne peut plus innover. Mon cul, c'est par cette phrase lapidaire que Phil Schiller a conclu la présentation du Mac Pro lors de la dernière WWDC. Une machine qui se veut révolutionnaire, tant par son design que par ses composants internes, et qui tente de réinventer l'ordinateur professionnel. Retour donc sur cet ovni qui ne reprend en rien les codes traditionnels de l'informatique. Peut-il répondre aux attentes des pros longtemps délaissés par Apple? Et surtout, à quel prix? Débat. Et n'oubliez pas, notre partenaire Hyperjuice vous réserve à vous qui regardez On refait le Mac une réduction à valoir sur son site internet et à découvrir en fin d'émission. On refait le Mac épisode 139, Mac Pro, l'ordinateur du futur. Les smartphones et les tablettes, toujours plus puissants, toujours plus rapides et toujours plus gourmands. Qui n'a jamais connu une panne de batterie? Une panne de batterie. Hyperjuice, c'est la solution. Avec ses batteries design, il est facile d'augmenter l'autonomie de son appareil mobile. Doublez l'autonomie de votre iPad, triplez celle de votre MacBook. Les batteries externes Hyperjuice, c'est la simplicité d'utilisation et ses 10 coloris différents pour tous les goûts. Venez les découvrir et les adopter sur hyperjuice.fr. hyperjuice.fr. Et retrouvez-nous aussi sur Facebook. hyperjuice.fr. Get more. Et pour parler avec nous ce soir du Mac Pro et de Mac en général, pas très loin de moi, juste à quelques pas dans la régie de Tech TV, Fanny Bouton de fannysparty.com. Bonjour Fanny, comment ça va? Bonsoir, écoute, ça va bien. J'essaie de me remettre de ma petite soirée de lundi soir, parce que j'avais 200 filles et garçons là pour fêter la 8e Fanny's Geekette Party. Mais bien. Ça va. Alors Fanny, vous le savez, pour cette dernière de la saison, elle reste toujours notre vigie du web, celle qui va sélectionner vos questions sur Twitter, ceux qui nous regardent en direct sur le flux YouTube. Alors il suffit de poser une question avec le hashtag ORLM. Autre invité qui était absent ces dernières semaines parce qu'il était très loin aux États-Unis pour LCI, c'est bien sûr Cédric Ingrand de la chaîne Info. Bonjour Cédric. Moi, j'ai fait la totale. Par contre, je m'entends en retour, en écho. C'est peut-être nettement mieux. Voilà. Donc, j'ai fait la totale parce que je suis allé à Taïwan, je suis allé aux États-Unis, et puis je suis revenu le week-end dernier, et puis je suis reparti à San Francisco, donc je suis rentré hier. Donc voilà, je suis désolé de ne pas avoir pu être là avant, mais je suis content d'être là pour la dernière de la saison. Bien. Tu as eu le temps un petit peu de regarder ce qui s'était passé du côté d'Apple. Il y a eu une actualité riche. Ah bah oui, j'étais pas après loin. quasiment 9 mois de rien du tout. Bon, on aura de quoi en parler ce soir. Autre invité, autre chroniqueur que vous avez l'habitude de voir dans On refait le Mac, notamment lors de nos directs que nous avons fait ici à Tech TV. Il s'agit bien sûr d'Emmanuel Pampuri, des Machineurs. Bonjour Emmanuel. Salut Olivier. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est que les Machineurs? Et les Machineurs, c'est une société qui fait de la prestation de services pour le cinéma, plutôt de la post-production. On est capable d'accompagner la fabrication d'un film pour le cinéma, la télévision ou Internet, de la prise de vue, de la caméra jusqu'à sa diffusion, jusqu'à la salle, voilà, avec toutes les phases de post-prod, le montage, l'étalonnage, les effets spéciaux, le titrage, les sous-titrages et le fameux DCP qui est le fichier maître pour la diffusion au cinéma. Oui, parce que maintenant les cinémas sont numériques et pour ça il faut beaucoup de puissance, beaucoup de savoir-faire et du matériel taillé sur mesure. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on t'a demandé de venir ce soir, parce que le Mac Pro, tu l'attendais depuis longtemps. Et dernier invité, vous allez pas le découvrir parce que vous l'avez vu également lors du direct, c'est notre hôte ce soir, celui qui nous accueille ici dans les studios de Tech TV. C'est Édouard Marquis, le fondateur de cette chaîne technologique. Bonjour Édouard. Salut Olivier. Alors, il n'est pas très loin, en Autriche, mais en fait, c'est un duplex très compliqué à mettre en place et il est à 5 mecs de moi. Ça va bien, Edouard? Est-ce que tu peux nous présenter brièvement le concept de cette chaîne numérique qui va arriver très prochainement au mois de septembre, je crois?
je suis très près, mais je suis connecté par une fibre Free qui repasse par SFR. Enfin, dans la pratique, je suis très loin quand même, technologiquement parlant. Écoute, Tech TV, ça sera toute la technologie en 3 LED. Ça sera une chaîne avec une dizaine d'émissions sur la techno et on est très content, je le redis, d'accueillir à la rentrée On refait le Mac, qui est la meilleure émission qui parle de Macintosh. Entre autres, mais c'est gentil de le dire. Bon, il faut juste qu'on pense à signer, hein, Edouard. On n'y a pas encore fait. Ouais, c'est vrai, il faut qu'on signe le contrat, c'est vrai. On va voir. On va parler ce soir essentiellement d'une machine. On va faire plaisir à ceux qui étaient un peu en manque de nouveautés côté Mac, le Mac Pro. Première constatation, messieurs, je ne sais pas si on est prêt en régie. Si vous allez sur le site d'Apple, le site français d'Apple France, vous allez découvrir quoi? Qu'il n'y a toujours pas de référence à ce nouveau Mac Pro. Regardez, c'est toujours l'ancienne version qui est toujours là, ce qui semble assez étonnant. Est-ce que ce n'est pas mauvais signe, Cédric ou Emmanuel, au sens que voilà, on ne commence pas déjà à pousser, on trouve les images du Mac Pro qu'aux États-Unis? C'est un peu bizarre, vous ne trouvez pas? Non, mais attends, d'abord il faut mettre les choses au point. C'est un micro-marché pour Apple. Ouais. C'est un hobby presque. Tu veux déjà aller à la conclusion. Bon, d'accord, allons-y. Donc, il y a plein de questions dont c'est la seule réponse. Ouais. Tu vois, pourquoi le prendre en avance? Pourquoi prendre des risques de design? Pourquoi? Parce que c'est un hobby. C'est pas grave. Ils vont en vendre quelques dizaines, centaines de milliers. Ils vont pas en vendre des millions. C'est pas, ça va pas être, tu vois, c'est pas le cadeau de Noël 2013. Donc, pour les professionnels, c'est le cadeau de Noël, ouais. Donc, c'est ce cadeau qu'on se fait et qu'on se fait avec des factures et en déduisant la TVA. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ça se met pas sous le sapin. Mais du coup, l'investissement en marketing, il est mesuré, c'est normal. Du coup, le très joli site qu'ils ont fait en anglais, le fait qu'on ne l'ait pas en français, peut-être qu'on l'aura en français plus près du lancement. Hein. C'est pas exclu. Mais je pense que voilà, ils se sont pas cassés la nanette à le traduire en 34 langues. Ouais, c'est pas grand-chose quand même à l'image d'Apple, Emmanuel, quand même. Hein. Historiquement, on a souvent des gros délais entre la VO et la VF sur les annonces sur le site internet, que ce soit même par exemple pour les applications professionnelles qui sont éditées par Apple. C'est un peu la même chose, quoi. Donc, je rejoins tout à fait cette analyse. En tout cas, Emmanuel, je pense aussi que. Oui. Je pense aussi que pour Apple, la France, bien qu'on soit, je crois, le premier marché européen, bon, voilà, c'est pas l'Afrique, mais presque. De toute façon, ce qui compte en France, c'est de vendre des iPhones. Je pense que le Mac Pro, les professionnels qui en veulent l'achèteront. Pour Apple, ils traduiront pas. Enfin, ils traduiront, mais pas. Je pense surtout que il y a les vacances qui arrivent. C'est encore une belle illustration de la centralisation façon Apple, où tout est décidé, tout est fait à Cupertino, où on ne laisse pas la possibilité aux filiales locales de s'en occuper comme ce serait bien normal. En tout cas, on a attendu près de 10 ans. Hein. Le prédécesseur du Mac Pro, c'était le Power Mac G5 en 2003. Monsieur X, qui n'est pas là ce soir, était avec moi ce soir-là, donc c'est une machine mythique. Hein. Emmanuel, elle a marqué son temps. C'était à l'époque, souvenez-vous, une machine qui était déjà très attendue. Elle a mis des années à arriver. Et c'était la machine la plus puissante du marché. Regardez la vidéo qui illustrait à l'époque. C'est vraiment une machine qui a marqué son temps, Emmanuel, ce Power Mac G5, et ce design d'une tour en aluminium qui reprenait quand même les codes de l'informatique de l'époque. On est loin du Mac Pro aujourd'hui. On est loin du Mac Pro d'aujourd'hui, mais c'est vrai que c'était un design qui était assez audacieux parce que les boîtiers des ordinateurs professionnels étaient souvent des vilaines boîtes grises ou beiges. On se souvient de la campagne autour du design No Beige d'Apple. Oui. Et c'était la première fois qu'il y avait une machine pro qui était à la fois puissante, fonctionnelle et assez sexy. Voilà. Maintenant, il y a eu quand même un gros couac au départ, parce que le premier Mac Pro G5 a d'abord eu un bus PCI qu'ils ont changé assez vite, et du coup, il y a eu pas mal de fâcheries et de râleries déjà à l'époque. On va parler des problèmes de standard. Il a fallu déjà changer ces cartes qu'on avait achetées chèrement du côté des professionnels. Exactement. Concrètement, Emmanuel, est-ce que tu as eu peur à un moment donné qu'Apple, après 10 ans quasiment avec le même design d'ordinateur, qu'Apple s'apprête à jeter l'éponge et ne réponde pas à l'attente des professionnels du Mac qui étaient, même si c'est une partie qui est négligeable dans le chiffre d'affaires d'Apple, le cœur historique de ses utilisateurs?
J'ai fait partie de ceux qui ont ouvert leur gueule, excusez-moi l'expression. Il y a eu tout un mouvement, des pétitions, il y a eu un groupe sur Facebook, We Need a New Mac Pro, qui a été un truc incroyable. La communauté créatrice qui était les fidèles utilisateurs du Mac, professionnels de l'image, du son, qui sont là depuis le début, ont énormément attendu cet événement et on a flippé. On a vraiment eu très très peur parce qu'on s'est dit en effet, à quoi bon pour une marque comme Apple aller continuer à satisfaire une bande de zazous qui ne représentent pas grand-chose au niveau de leur chiffre d'affaires quand on sait ce qu'ils gagnent avec les e-bidules, quoi. Ouais. Cédric et Édouard, même, on pourrait aller même plus loin. On pouvait même avoir peur et se dire, est-ce qu'il y a encore un marché aujourd'hui pour les ordinateurs, je dirais, du bureau? Regardez ces chiffres. Il est très difficile d'avoir des chiffres précis auprès d'Apple sur les ratios de vente entre les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables. En gros, il s'est vendu l'année dernière, donc lors du dernier trimestre, ils ont vendu près de 968 000, un peu moins d'1 million d'ordinateurs de bureau contre 4 millions d'ordinateurs portables, donc 4 fois plus d'ordinateurs portables. Est-ce que, logiquement, l'ordinateur portable, vu la montée de la puissance de ces machines, on pouvait s'attendre à ce qu'elles remplacent et enterrent les ordinateurs de bureau? La preuve, regardez encore une fois, un grand constructeur de PC notamment, qui était pas forcément très présent dans le secteur du pro, vient de faire une annonce d'arrêter les ordinateurs de bureau au profit des ordinateurs portables. C'est Samsung. Il venait pourtant de présenter un nouvel ordinateur tout en un, très proche du concept de l'iMac, et ils l'ont arrêté. Messieurs, votre réaction, est-ce qu'il n'y avait pas forcément... Voilà, on voit le Samsung. Est-ce qu'il n'y avait pas un risque de voir carrément disparaître ce créneau-là? Il fallait véritablement réinventer. Non, il n'y avait pas de risque parce que là, on ne parle pas des Mac Pro, on parle de l'iMac. L'iMac, il a un avantage notable, hein, c'est que tu peux mettre des grands écrans dessus. Ce que tu ne peux pas faire sur des laptops où là, tu es à 13, 15, 17 pouces. Tu peux pousser peut-être jusqu'à 20, mais ce n'est pas dans l'ADN d'Apple de le faire. Sur Samsung, c'est une espèce d'épiphénomène bizarre parce que je ne me souviens pas, c'est quand la dernière fois que j'ai vu un ordinateur de bureau Samsung. Les laptops, oui, les machins, les tablettes, les trucs, mais même dans les salons, ils ne les montraient pas, ces machines-là. Donc, ça devait déjà être de la queue de bilan, comme on dit. Non, mais c'est vrai que par contre, il y avait quand même un grand danger à voir disparaître la ligne des Mac Pro, qui était un peu, là, vraiment, on va dire, en termes d'ordinateur, je ne sais pas, en termes de pourcentage, on doit être à moins de 5% des ventes de Mac. Donc, ça vaut même quasiment plus vraiment la peine pour eux de maintenir les équipes pour inventer ces machines, pour les maintenir, pour les vendre, etc. Pour quel usage correspondent aujourd'hui ces machines, Édouard, toi qui as installé ici Tech TV ou Emmanuel? Voilà, aujourd'hui, je vois derrière cette régie, il y a essentiellement que des ordinateurs portables. Hein. Oui, en fait, sur la régie, c'est vrai que on a aujourd'hui les Mac Mini avec des quad-cœurs. Bon, les cartes vidéo sont insuffisantes, mais on fait beaucoup de choses. Et c'est vrai que, par exemple, aujourd'hui, on aurait un Mac Mini avec des cartes vidéo plus puissantes. Ça ferait beaucoup de choses. Après, pour du traitement, il y a d'autres solutions, parce qu'il n'y avait pas de renouvellement de la gamme. Donc, on a bien été obligé de faire autrement, de répartir la charge avec des clusters. C'est-à-dire, en gros, que quand on veut, par exemple, compresser, on va utiliser plusieurs ordinateurs. De toute façon, on avait un peu l'impression que beaucoup de gens passaient sur Premiere, sur Avid, sur des stations PC, et qu'Apple était en train de perdre ce marché. Et il y a eu beaucoup de gens ont tiré la sonnette d'alarme. Mais je ne sais pas, je pense que Cédric a raison. Apple, ils s'en foutent, il n'y a qu'à regarder les chiffres. 4 millions de portables, voilà. Donc voilà, le business, il n'est pas là. Donc nous, on ne les intéressait plus. Donc là, maintenant, au bout d'un certain temps, on les intéresse un peu à nouveau. Voilà, on va leur donner notre argent. Mais alors, voilà. Avant de rentrer dans le détail de cette machine, Emmanuel. Si je peux me permettre, le grand paradoxe du coup de ce que vient de dire Édouard, c'est que on voit en ce moment un engouement auprès des professionnels pour ce qu'on appelle les Hackintosh, donc ces PC qu'on fait tourner sous macOS. C'est interdit, mais je connais plein de gens qui cachent des bêtes de course dans les nodales. Et, oui. Ah non, mais c'est clair, mais je suis moi le premier. Alors, en tout cas, il y a un pays qui est champion du monde pour ça, c'est Taïwan. Il y a carrément des boutiques dans toutes les rues qui vendent des Hackintosh et c'est assez phénoménal. Je finis juste là-dessus sur le côté est-ce qu'on a besoin ou pas d'avoir un Mac Pro.
les gens du son, et par l'intermédiaire de Ludovic Van Lendert, excuse-moi si j'écorce ton nom, sur Internet, m'a fait une remarque assez pertinente sur Twitter, disant qu'en effet, les gens du son n'en avaient que faire, puisque ce qui les intéressait, eux, c'est éventuellement la possibilité de brancher des cartes PCI, mais ça, on peut le faire, on le verra plus tard, dans des boîtiers d'extension en Thunderbolt, en tous les cas avec suffisamment de bande passante pour le son. Mais la puissance des cartes graphiques, eux, ils en ont rien à faire, et un simple Mac Mini fait amplement l'affaire. Ouais. Voilà. Alors, est-ce que ça peut expliquer donc finalement le résultat final de cette machine, qu'Apple avait besoin de casser les codes et de proposer vraiment une solution radicalement différente pour justement essayer de recoller les morceaux avec les professionnels? En gros, ils avaient deux choix. Ils avaient soit le choix de jeter cette petite division-là à la poubelle en disant bon, allez, c'est plus pour nous, ça, c'est plus un marché, ça ne nous intéresse pas, ou alors d'essayer de faire quelque chose d'intéressant, mais de ne pas refaire la même machine. Vous parliez de Hackintosh, j'en profite, c'est juste une incise. Si quelqu'un me trouve de quoi faire un Hackintosh avec mon Chromebook Pixel, je l'embrasse sur la bouche parce que ce serait tout à coup le plus beau des MacBooks. Et tactile. Ouais. Tu me fais du mal, là, c'est vrai. Mais voilà, je pense que le choix qui s'est offert à eux, c'est ça. C'est soit on arrête, soit on fait un truc intéressant, enfin en tout cas au sens d'Apple. Alors, il semblerait que du moins sur le côté design et le choc, je dirais, qu'a provoqué le Mac Pro est arrivé. Mais avant d'en parler, peut-être une petite question avec Fanny du côté de Twitter. Fanny? Moi, au niveau du design, j'ai une question. C'est de Marc, est-ce que Dyson attaque Apple, Alors, c'est vrai qu'on va en parler dans un instant parce qu'on va découvrir un petit peu les entrailles de cette machine. Une particularité de cette machine, c'est qu'elle a un ventilateur intégré qui amène un flux d'air. Bon, oui, effectivement, ça rappelle un petit peu Dyson sur le système de refroidissement, mais je pense qu'on aura l'occasion, Fanny, de revenir tout à l'heure en images notamment dans le fil de cette émission. Alors, le résultat est plutôt étonnant. Le premier effet qui se coule de chez Apple a fonctionné, puisqu'elle a fait énormément buzzer, énormément parler. Regardez donc ces images. C'est un ordinateur extrêmement compact qui a des années-lumière des tours de PC ou des tours même du Power Mac G5 autrefois. Apple a vraiment parvenu à gagner énormément de place à l'intérieur de ces machines. On le voit, une machine extrêmement compacte qui ne doit faire même pas le tiers d'une tour de Mac Pro aujourd'hui. Donc l'effet waouh, Emmanuel, il est là. Maintenant, est-ce que les professionnels ont vraiment besoin d'un design pour travailler ? Dans la plupart des cas, c'est des machines qui sont soit, en tous les cas, dans mon cas de figure, dans un nodal, c'est-à-dire une pièce à part avec du stockage et des choses qui font énormément de bruit. Donc non, on n'a pas forcément besoin de design, on a besoin de pratique. Après, gagner de la place, ouais. Il y a des petits malins qui sont amusés à faire des présentations de pseudo-rack pour mettre justement les Mac Pro. Les barils de lessive. Des barils de lessive. Et le truc qui revenait, ce qui était assez drôle, c'est les étagères à bouteilles de vin. Vu la forme cylindrique, ça c'était assez fun. Mais après, voilà, il y a un côté quand même, les gens de l'image sont assez quand même friands de design et de le côté high-tech, cette espèce de monolithe façon 2001 Odyssée de l'espace est quand même assez sexy. Et j'avoue que, voilà, moi je sais pas combien ça va sortir, mais je serai certainement le premier à craquer parce que c'est à la fois un bel objet, c'est quand même un monstre a priori en théorie. Et ça fait fichtrement envie quand même. Alors on voit les vraies différences, une vraie rupture en termes de design, Cédric. 10 ans se sont écoulés depuis l'arrivée du Power Mac G5 et le Mac Pro aujourd'hui. 10 ans qui ont permis à Apple de gagner beaucoup de place. Évidemment, il n'y a plus de graveur de DVD, Cédric. Et puis surtout l'arrivée, une généralisation on a même supprimé les disques durs aujourd'hui, Cédric, avec de la mémoire flash très rapide qui remplace aujourd'hui les disques durs, même SSD. C'est logique, mais on va s'attaquer aux questions qui fâchent tout de suite. Le problème, enfin l'intérêt du Mac Pro tel qu'il existait jusque-là, c'était l'extensibilité, c'est-à-dire que tu pouvais aller mettre les mains sous le capot, changer la carte graphique, rajouter des disques durs. Là, tout ça va se faire maintenant, mais on va dire, enfin à part la carte graphique qui elle est un vrai problème, au travers des ports d'extension du nouveau Thunderbolt 2. Alors c'est bien, mais du coup ça pose la question de la finalité de cette machine. Soit elle est faite comme toutes les grosses tours pour être mise sous
sous un bureau et avoir, tu vois, un Foutra Mini de câbles derrière. Mais non, là, elle est très jolie, donc tu vas la mettre sur le bureau, mais derrière, tu vas avoir une espèce de forêt de câbles absolument incommensurable parce que tu peux mettre jusqu'à, je sais plus combien, 60 périphériques. 66. Et tout à coup, les vertus de design de la machine vont souffrir un peu. Donc ça, c'est un petit peu curieux, même si, de fait, pour ce qu'on en voit, c'est très, 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 très joli. Mais je pense qu'il aurait fallu qu'ils trouvent, par exemple, une solution de connectique déportée. Tu vois, que tu aies un gros câble qui sorte, que lui, tu puisses le mettre sous le bureau. Tu penses pas qu'ils vont peut-être fabriquer ou qu'il y a des marchands de connectiques qui vont fabriquer dans la même logique en Thunderbolt des ports d'extension qui auront la même forme? En fait, tout va Qui dépendre. se mettra dessous, par exemple. Pourquoi pas? Je pense qu'il y a un facteur technique qui rentre en ligne de compte, c'est que on peut connecter plus de 60 périphériques, ça c'est ce qui a marqué sur le papier. Et à l'époque du lancement du FireWire, on nous annonçait des choses assez phénoménales aussi. Maintenant, physiquement, il y a 6 prises Thunderbolt sur le boîtier. Et on ne sait pas exactement combien il va y avoir de contrôleurs, parce que le nombre de contrôleurs délimite aussi la bande passante disponible. Donc il y a un moment où il y aura forcément des limites physiques à l'avancée du délire, quoi. Fanny, une question peut-être? Oui, on a DJ Dactylo qui dit que pensez-vous du fait que le bouton démarrage soit derrière, au milieu justement de toute la connectique? Oui, enfin un Mac, ça s'éteint jamais, donc ça se met en veille. Est-ce que c'est mieux pour vous? Voilà. Non, mais voilà. Il a été déterminé que c'était mieux comme ça. Et puis c'est tout. Arrêtez de poser des questions. Ça se met en veille. Non, on leur a demandé de poser des questions. Laisse-les poser des questions. Surtout que ça Ils n'ont pas compris comment ça marche, Apple. Ouais. Apple a dit c'est mieux pour toi. Revenons un instant sur le design quand même intérieur. On a beaucoup parlé de l'extérieur, mais l'intérieur est pas mal non plus. Regardez ces images concernant comment est architecturée, c'est dur à dire, cette machine. C'est quand même du bel ouvrage, mais si on ne peut pas rester insensible quand on est geek devant une telle machine, que ce soit le disque dur, la mémoire qui est adoptée. Bon, tout ça va coûter, j'imagine, très cher pour pouvoir avoir des composants aussi petits, aussi compacts, aussi rapides dans un espace aussi réduit. Même le prix vous fera rire. Oui. Non, là c'est ma blague habituelle, ça, mais là je pense que là on va quand même. Mais on a quand même oublié un truc, c'est que il y a une espèce de marché faustien pour l'instant dans le Mac Pro. C'est que exceptionnellement, parce que c'est pas du tout l'ADN d'Apple, Apple l'a présenté en avance, bien en amont de la commercialisation. Ce qui prouve d'ailleurs que c'est un hobby, parce qu'ils savent bien que même en le dévoilant aujourd'hui, ça leur fait perdre 0 vente quasiment de l'existant. Oui, surtout qu'il n'est plus en vente en France déjà. Donc, mais en échange, il n'y a pas le prix. Ouais. Et là, la fourchette peut être tellement large, vu ce qu'il y a dans la machine, alors on ne sait pas, peut-être qu'il va y avoir une bonne surprise et que le premier prix sera 990 €. Mais j'ai un petit peu de mal à y croire. Voilà, tu rêves là. Ouais. Non, mais on a le droit de rêver. Je pense que ça va être plusieurs milliers d'euros. Et que le côté assez statutaire, j'ai envie de dire, de la machine, parce qu'il y a aussi des gens qui vont mettre ça, tu vois, pour mettre sur le bureau du patron, très joli, à côté d'un cinéma display, etc. Bon, ceux-là ont peut-être déjà un nouveau cinéma display. Un nouveau cinéma display assorti, bien sûr. Tu veux dire quoi, Cédric, qu'en clair, cette machine pourrait avoir un rôle de machine premium, un peu comme était en son temps une machine statutaire, souvenez-vous, du Power Mac G4 Cube, c'était la vidéo numéro 14 si vous l'avez en régie. Oui, parce qu'on n'est plus tellement dans l'ordre qu'on avait prévu au départ, mais c'est pas grave. Oui, là c'était vraiment une machine pour les pros, mais surtout pour les pros qui avaient de l'argent et qui voulaient en mettre plein les yeux sur leur bureau, Cédric. Voilà, un truc qui déchire. Enfin, tu vois, un truc où on arrive dans ton bureau, on dit waouh, c'est beau. Attends, il y a de la poussière. Parce que le noir laqué, c'est terrible pour la poussière et les traces de doigts. Mais oui, voilà. Donc on n'en connaît pas le prix et ça change énormément les conditions du débat. C'est un peu comme si je te montrais l'iPad la première fois et tu me dis c'est combien? Ah. Est-ce que c'est 300 €? Est-ce que c'est 500? Est-ce que c'est 900? Est-ce que c'est 2000? Voilà. Donc, selon le prix final de la machine, voilà, on lui trouvera ou pas des qualités. Oui, mais je pense qu'on peut avoir des surprises. Cédric, souviens-toi que la dernière fois qu'Apple a présenté un produit en avance comme celui-ci, c'était l'iPad, justement, 6 mois avant sa sortie. 2 mois avant sa sortie. Ouais, enfin pour la France. 21 janvier 2010. Oui, pour la France, 6 mois avant sa sortie. Et, 3 mois ou 4 mois pour la France. 3 mois, enfin bon, c'était pas si long que ça. 4 mois. Il est pas en janvier, il est arrivé en mai ou en juin en France. Mais ils ont donné le prix, là. Ouais, ils ont donné oui, mais souviens-toi qu'ils avaient laissé fuiter, ils avaient laissé l'événement. Ils avaient manipulé le Wall Street Journal pour que le Wall Street Journal dise $1000. Ça s'appelle pas
l'événement de la sortie de ce produit, ça a été son prix, et c'était la vraie surprise. Donc je pense qu'on peut avoir des surprises. Alors ce ne sera pas le prix d'un Mac Disons mini, que mais je pense qu'on peut avoir des bonnes surprises. Juste la s'ils avaient techno. cassé les prix, ils auraient parlé du prix tout de suite. Hein. Non, justement, il faut se laisser, je le pense coût de qu'il se laisse un effet de surprise. Oui, Emmanuel. Le coût de la techno qui est embarqué dans la machine, la Fire, je ne sais plus combien, là, de chez AMD, qui Ouais. est une carte On va en parler. phénoménale, qui vaut dans les 2000 € quasiment toute seule. La technologie de la RAM, enfin de ce disque qui est plus en SATA, mais qui est connecté directement sur le bus PCI, c'est une techno qui existe déjà. Il y a un constructeur qui s'appelle Fusion IO qui fait ce genre d'accessoires pour les Mac Pro actuels et qui, en effet, c'est des outils qui ont des performances assez incroyables. C'est pareil, c'est des technos qui coûtent très très cher. Donc moi, en termes de prix, si ça sort en dessous de, allez, on va dire 4500, 5000 €, ça va être chaud. En effet, c'est des technos actuellement très chers, mais Apple a quand même été spécialiste à de nombreuses reprises de populariser des technologies. Donc je pense qu'en effet, la mémoire, la technologie sur la mémoire, tout ça, j'espère qu'Apple va rester réaliste et qu'on va nous sortir une machine dans les 2000, ou alors que sinon on pourra acheter en SAV grâce au code et s'en faire peut-être une urne funéraire pour se faire incinérer dedans, parce que sinon ça sera inaccessible. Hein. Comme ce fut le cas un petit peu avec le premier Mac G4 Cube, qui en son temps a provoqué le même effet waouh et qui malheureusement a arrêté sa vie même pas un an après sa sortie et vite remplacé par des machines plus accessibles en prix. Voilà, on le voit, le Power Mac G4 Cube. C'est une belle machine, elle avait vraiment marqué son temps, mais elle était peut-être un peu trop en avance sur son temps. Et on voit que la philosophie est la même, notamment, vous pouvez le voir sur le sommet de l'écran, pas le graveur de DVD qui a disparu, mais le radiateur et le système de refroidissement. C'est comment peut-on avoir une machine professionnelle dans un volume aussi compact. Moi, ce qui m'a le plus sidéré sur ce Mac Pro nouvelle génération, c'est bien entendu son système de refroidissement. Alors que sur le G5, il était assez problématique à mettre en œuvre. Il y avait des ventilateurs partout, Emmanuel. Sur le niveau, il n'y en a qu'un seul. Fanny en parlait, ça rappelle un petit peu le système du fabricant d'aspirateurs Dyson. Il y a aussi beaucoup moins de choses à refroidir. Prenez votre temps. Il y a beaucoup moins de choses. On avait quand même 4 slots PCI et on avait des cartes graphiques qui elles-mêmes avaient des ventilateurs et il fallait. Il y a même eu, si on se souvient, les Power Mac G5 avaient carrément un système de refroidissement liquide. Ouais. Oui, c'est vrai. Donc c'est vrai que dans ces machines-là, en tous les cas, dans ce nouveau Mac Pro, il y a moins de choses à refroidir, puisque les cartes PCI seront déportées dans des boîtiers d'extension en Thunderbolt. Alors on va en parler justement de la carte vidéo. Avant de rentrer dans le détail du Thunderbolt, la carte vidéo, lorsqu'elle a été présentée, tu as un petit peu froncé les sourcils, souviens-toi. Emmanuel, pour toi, il fallait plutôt adopter du NVIDIA. Est-ce que les annonces qui ont été faites entre-temps, il faut rappeler le modèle, c'est un modèle d'AMD, le concurrent d'NVIDIA, c'est la Fire Pro. Il y a carrément 2 cartes vidéo intégrées dans cette machine. Alors on pourrait penser que c'est largement suffisant et tu as plutôt froncé les sourcils. Pourquoi ? J'ai froncé les sourcils parce que toutes les solutions dédiées à l'image qui fonctionnent sous OS X travaillent avec le moteur graphique de chez NVIDIA, qui est la technologie qui s'appelle CUDA, qui nous permet justement de chaîner plusieurs GPU, comme on dit. Les cartes graphiques, on appelle ça aussi les GPU. Et que ce soit Adobe avec sa suite logicielle ou un logiciel phare d'étalonnage qu'on utilise beaucoup chez les machineurs qui s'appelle DaVinci Resolve de chez Blackmagic Design, toutes ces solutions logicielles très très gourmandes en ressources justement GPU sont basées sur la technologie NVIDIA CUDA. Très très rapidement après l'annonce du Mac Pro, il y a eu justement des annonces de la part de Blackmagic donc pour Resolve. Le big boss Grant Petty de chez Blackmagic a annoncé qu'ils avaient donc testé le nouveau Mac Pro. On voit les accessoires de Blackmagic à l'écran là. Pour justement optimiser
leur logiciel sur sur ces cartes graphiques qui, elles, supportent plus OpenCL, pardon, et avec un petit mot en disant, en conclusion, les performances sont époustouflantes. Voilà. En termes de perf, donc entre les nouvelles générations de puces Intel dont on n'a pas parlé, hein, puisqu'elles sont également plus puissantes et elles peuvent gérer jusqu'à 12 cœurs, le choix des cartes vidéo qui ont une puissance de jusqu'à 7 teraflops, oui, ça devrait pas mal dépoter. Question. Alors, juste pareil, Adobe a aussi tout de suite communiqué la nouvelle suite Creative Cloud qui est sortie il y a une semaine maintenant, et aussi annoncé, donc ils étaient très très friands de la technologie CUDA, et ils ont annoncé donc que maintenant le moteur Mercury Engine, qui est le moteur de toute la suite, que ce soit sous After Effects, sous Premiere Pro et tout ça, allait donc aussi dépoter avec ces nouveaux GPU, et ça c'est plutôt une nouvelle assez rassurante. Et c'est un gage de nombreuses ventes, en tous les cas, pour ce nouveau Mac Pro. Alors, l'ancienne génération de Mac Pro a duré près de 10 ans. Comment on peut proposer une machine, entre guillemets, aussi fermée? Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'Apple se fige avec ce type de design? Comment on va pouvoir faire évoluer cette machine? Il y a le Thunderbolt, donc pour pouvoir acquérir de nouvelles fonctionnalités, brancher des cartes d'acquisition, des choses comme ça. Mais voilà, comment on peut la faire évoluer dans un volume aussi réduit? En interne, c'est clair qu'il n'y a pas quasiment aucune possibilité de faire évoluer la machine en interne, à part peut-être la RAM. Et encore, il y a des bruits qui courent comme quoi la RAM serait soudée, donc j'espère pas. Non. Sur la partie... C'est pas soudé? Non, sur les vidéos d'Apple, c'est pas soudé. Sur les vidéos d'Apple, on peut le voir d'ailleurs. Sous ces images, elle n'est pas soudée. Mais le Thunderbolt est une technologie qui est vraiment très intéressante. Pour l'instant, on était limité, la bande passante d'un port Thunderbolt était limitée à 10 gigabits. 10 gigabits. Donc on dit que ça équivaut à une technologie PCI en x4. C'est-à-dire en clair, on arrive à avoir avec un produit externe à l'ordinateur une vitesse équivalente à ce qu'on aurait dû avoir normalement en interne. Jusqu'à maintenant, c'est la raison pour laquelle on a installé des cartes en interne plutôt qu'en externe. Excuse-moi, Emmanuel. Petit bémol là-dessus, c'est que donc on était en 4x sur le Thunderbolt 1, on passe en 8x sur le Thunderbolt 2, donc avec 20 Go de bande passante. C'est insuffisant pour les cartes graphiques qui souvent sont sur des bus 16x dit. Donc ça c'est un peu limité par rapport justement au GPU. Après, pour tout ce qui est carte son, éventuellement des cartes de traitement et le stockage aussi, parce que les performances du Thunderbolt sur le stockage sont assez phénoménales. Ouais. Là, par contre, c'est très très intéressant et largement suffisant. Ouais. Qu'est-ce que vont devenir justement tous ces systèmes qui ont été accumulés depuis plusieurs années maintenant pour les Mac Pro? Qu'est-ce qu'on va en faire? On doit tout jeter? On va racheter. On va tout racheter. Il va falloir tout racheter. Non, on va pas tout racheter. Il y a des petits adaptateurs qui coûtent une trentaine d'euros pour passer du Thunderbolt au FireWire 800. Il y a des petits adaptateurs aussi pour éventuellement rajouter un port gigabit Ethernet. Et les cartes vidéo, les cartes d'acquisition pour les mettre dans des boîtiers externes? Les cartes d'acquisition, on fait de moins en moins d'acquisition puisque en tous les cas dans le monde de la vidéo et du cinéma, on est passé sur des formats fichiers, c'est-à-dire que l'acquisition ne se fait plus sur des cassettes qu'on a à numériser après, mais directement sur forme de disque dur, de carte mémoire et autres supports. Donc il y a beaucoup moins besoin d'acquisition au jour d'aujourd'hui. On a besoin de ressortir éventuellement vers des écrans pour le monitoring, mais on livre de plus en plus de fichiers. Il faut savoir que notamment sur le marché français, aujourd'hui quand vous allez au cinéma, depuis le mois de janvier, on a dépassé 97% d'équipements des salles qui ont basculé en numérique. Et que les films que vous allez voir, c'est des fichiers, ça s'appelle le DCP, Digital Cinema Package, c'est une grande spécialité aussi des machineurs. Donc voilà, on est rentré dans le cinéma, dans la télévision, dans un monde 100% fichier, et on n'a plus autant besoin de rentrer et de sortir des signaux vidéo dits classiques par le biais de prises BNC. Et il y a de toute façon des petits boîtiers, je crois, du côté de chez Sonnet qui sont prévus pour ça, qui permettent donc d'externaliser des composants qui étaient internes. C'est bien ça? Exactement. Chez Sonnet et chez d'autres constructeurs aussi, on a ce qu'ils appellent des Thunderbolt Enclosures, qui sont grosso modo un châssis PCI dans lequel il va y avoir un ou plusieurs slots PCI dans lequel on va pouvoir rajouter des cartes
que ce soit des cartes pour notamment travailler le son avec Pro Tools ou d'autres logiciels, et aussi la possibilité de mettre des cartes d'acquisition, des cartes de chez Blackmagic, de chez AGA, et ainsi de suite. Donc Cédric a levé un point important tout à l'heure, à savoir à quoi va ressembler donc cette belle machine si compacte une fois qu'elle sera reliée autant de périphériques externes. C'est-à-dire que non seulement il va y avoir plein de câbles, mais en plus il va falloir les alimenter bien souvent, ces petits boîtiers externes. Donc ça va faire pas mal de câbles sous les bureaux, croyez-moi. On a hâte de voir ça à la rentrée dans la rédaction. On mettra le joli Mac Pro sur son bureau et les vilaines boîtes dessous. Alors Apple a beaucoup mis en avant lors de la présentation il y a 15 jours à San Francisco de la puissance graphique de cette machine, la possibilité de gérer plusieurs écrans 4K. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le design de cette machine ne s'associe guère avec les écrans, Edouard. Il devrait y avoir des écrans, peut-être même des écrans 4K qui vont arriver chez Apple. Alors, peut-être même une télévision 4K, on peut toujours rêver. Ouais. Mais en c'est tout le dada cas, de Cédric, ça. Ouais. En tout cas, c'est vrai qu'avec un look noir, on se demande, voilà, enfin, de toute façon, les écrans actuels, ils sont plus du tout adaptés, et on attend un rafraîchissement depuis des mois du cinéma display. Donc, en fait, voilà. Donc, la question, c'est de se dire, est-ce qu'il serait pas plus logique qu'il soit noir en 4K? Voilà, est-ce qu'il va y avoir cet été une nouvelle gamme? Voilà, pour l'instant, c'est vrai que ça paraît pas très adapté. Enfin, ça paraît pas même adapté du tout, même. Oui, c'est plutôt, ça s'associe plus à un iMac, ça s'associe plus à un MacBook Pro avec cet aspect aluminium notamment qu'un Mac Pro. Emmanuel, un écran 4K aujourd'hui pour les professionnels de la vidéo, c'est un passage obligé? C'est un passage obligé. L'industrie est en train de... On assiste à un truc assez étrange depuis quelques années, c'est que les professionnels de la profession courent après les industriels qui fabriquent des écrans pour le grand public. On nous a fait le coup pour le passage à la haute définition, on nous a fait le coup pour la 3D. Et là, on est en train de nous refaire le coup pour le 4K. Qui s'appelle la Ultra HD pour la télévision. Donc la différence, on va dire 4K pour le cinéma et Ultra HD pour la télévision. Aujourd'hui, c'est clair qu'on manque énormément de displays de qualité en 4K et à des prix abordables. Puisque, mis à part une petite exception qu'on trouve sur eBay qui doit coûter dans les $1000, mais dont personne sait vraiment si ça marche, aujourd'hui, un écran de 4K, c'est très, 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 très cher. Ouais. Voilà. Donc c'est pas prêt à arriver dans le salon avec la télé d'Apple, Cédric, malheureusement, il va falloir attendre encore. Ouais, j'ai une bonne nouvelle, c'est à Taïwan, il y avait Computex, donc le salon de l'informatique taïwanaise, et ça y est, on sort des moniteurs 4K chez des marques qui font pas de la surenchère sur les prix, c'est-à-dire Asus, etc. J'essaie de retrouver le prix du moniteur, mais c'était abordable. Donc ça y est, ça veut dire on va commencer à avoir des moniteurs 4K. 32 pouces 4K ISO, 2900 €. Ah, pardon. Alors, de prix, parlons-en. Quel prix? Ça reste un petit peu cher quand même, mais après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour pouvoir avoir le bénéfice de la résolution 4K, en dessous de 50 voire 65 pouces, on ne voit pas vraiment la différence entre un écran HD et un écran TAC 4K. Donc, ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que la finesse des pixels va faire qu'on va pouvoir avoir des écrans plus grands à une distance de visionnage qui sera plus courte, mais il va falloir quand même avoir des sacrées diagonales. Moi, je pense qu'en dessous de 50-55 pouces, entre de la HD et du 4K, on ne voit pas la différence. 55 pouces sur ton Est-ce que c'est pas le Retina? Est-ce que c'est pas le Retina d'Apple, en fait? Est-ce que le 4K n'est pas le Retina d'Apple? Est-ce que ça va pas être le Retina sur les nouvelles gammes de produits, sur les nouveaux ordinateurs, sur les nouveaux iMac? Est-ce que le 4K ne sera pas de par la résolution supérieure du Retina? C'est un peu cher. Ce serait une bonne piste en tout cas. Pour l'instant, c'est encore un peu cher. Alors de prix, on en a parlé très tôt dans cette émission. Effectivement, quel prix pour ce Mac Pro? Est-ce que d'autres que des professionnels y auront droit? Et puis on peut espérer aussi que ces technologies profitent aussi au grand public. Donc clair, le Mac Pro, c'est aussi l'avenir de pas mal d'ordinateurs de bureau standard. Et on peut penser que généralement, si Apple adopte ce standard et qu'il adopte ce modèle et qu'il surtout il convainc les utilisateurs, d'autres fabricants vont suivre le pas. Aujourd'hui, le prix d'un Mac Pro à l'entrée de gamme, c'était, puisqu'il est ressorti du catalogue aujourd'hui, il est autour des 2400 €. Il faut savoir, tu le disais tout à l'heure Emmanuel, que le prix de la carte AMD FirePro S1000, elle est facturée toute seule aujourd'hui près de 2700 €, donc la carte vidéo coûte plus cher que le Mac Pro. Mais moi, je fais le pari avec vous ce soir que cette machine sera facturée moins de 3000 €. On verra, on aura la réponse.
Je pense même qu'on a la réponse assez vite. On se donne rendez-vous à la rentrée, messieurs. Moi, je plonge à moins de 3 000 euros. On verra. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde qui va plonger, mais Ouais. c'est vraiment, s'ils font ça, c'est un vrai tour de force parce que le concentré de technologie au coût où c'est disponible en pièces détachées sur le marché aujourd'hui. On fait un pari. Bah écoute, moi Je suis vous prêt, devrais à manger. On sait en tout cas une chose est sûre, qu'Apple devait beaucoup se faire pardonner. Donc ils doivent essayer un petit peu de redorer leur blason. Le prix, c'est une manière pour convaincre beaucoup de gens qui n'ont pas forcément attendu qu'Apple revienne un petit peu les adresser avec une machine sur mesure. En clair, la question, messieurs, Cédric, Emmanuel, Édouard, Fanny, ou même... non, il y a tout le monde. Est-ce qu'il n'est pas trop tard ? Non. Non, parce qu'il y a quand même encore un public organique qui va sauter dessus si les prix sont du domaine du correct, quoi. Donc non, pour cela, finalement, il n'est pas trop tard. Et puis, la pression extérieure du marché, là, elle est quand même finalement, on va dire, relativement légère. C'est pas... Voilà, il n'y a pas d'urgence absolue. Ouais. Ils étaient quand même extrêmement remontés, les utilisateurs professionnels. Beaucoup ont passé le pas, Emmanuel, et ont été plutôt... On choisit des solutions, je dirais, concurrentes d'Apple, notamment du côté d'Adobe, parce que lorsque Final Cut est arrivé il y a 2 ans, souvenez-vous, ça a été vraiment une transition qui était loin d'être en douceur, c'est le moins qu'on puisse dire. Il faut se souvenir que, par exemple, les fichiers qui étaient créés par l'ancienne version, on ne pouvait pas les ouvrir sur la nouvelle, donc c'est quand même un peu dur. L'interface a changé, même si c'était un progrès. Bon, il y a beaucoup de gens qui continuent à travailler avec l'ancienne. Voilà, est-ce que, par exemple, Adobe... En tout cas, jouer à fond cette carte-là et a beaucoup dragué les utilisateurs de Final Cut, notamment avec Premiere. Je parle d'Avid aussi. Ils les ont plus que dragués. Je pense qu'aujourd'hui, ils les ont convaincus. La dernière version, la CS6, était déjà assez aboutie. Il manquait quelques fonctionnalités. Aujourd'hui, je pense que Adobe a une offre logicielle, une suite qui est vraiment intelligente et qui va dans la continuité de ce qu'était la suite Final Cut Pro je parle de la version 7, donc de l'ancienne version, puisqu'on peut même carrément aujourd'hui... C'est plus accessible. Avec le cloud, en plus, ça devient accessible avec le cloud. Avec l'offre cloud. Le système de location où tu payes par mensualité et où tu n'as plus à te soucier si oui ou non tu vas pouvoir mettre à jour ton logiciel. Moi, je suis abonné personnellement à cette solution depuis le début. Le jour de l'annonce de ça y est, c'est officiel, on bascule sur la version Creative Cloud, donc la nouvelle suite Adobe. Le matin, j'ai eu un message, mise à jour. Voilà, j'ai cliqué sur OK et une demi-heure après, tous mes logiciels étaient passés dans la nouvelle version. Moi, je trouve ça assez fluide, assez confort. Et même pour les sociétés, c'est quelque chose d'assez malin puisque ça part en location. Donc, il n'y a pas d'idée d'amortissement. Et voilà. C'est une charge. C'est ça. Est-ce que vous pensez aujourd'hui concrètement qu'une entreprise comme Apple, qui est aussi grand public aujourd'hui avec les iPhones et les iPods, peut concilier une activité aussi pointue que le montage vidéo, que la composition sonore, l'enregistrement, le stockage, lorsqu'on est un vendeur de téléphone et de tablettes? Est-ce que c'est compatible? Et au-delà, est-ce que c'est compatible avec un board des actionnaires qui privilégie, je dirais, la facilité plutôt que d'adresser un public aussi peu nombreux que ceux qui utilisent les Mac Pro aujourd'hui? Bah, si la machine est entre 5 et 10 000 $, si tu veux, le board, il va fermer sa gueule. Il va dire ah ouais, c'est bien, ouais, c'est chouette. S'ils maintiennent de la marge, si tu veux, le board, il a rien à dire. Et puis, il faut arrêter la légende de Apple qui sait pas courir 2 lèvres en même temps, si tu veux. Je constate, Cédric, ils savent pas courir plusieurs lèvres en même temps. Être incapable non, je ne suis pas d'accord. Moi, je pense qu'ils ont besoin de la communauté créative. Quand on regarde froidement les choses, en fait, ils en courent un paquet à la fois. Oui, mais parce ils courent mal. Parce que faire un système... Ils courent comme des lapins décapités. Faire macOS 10 et le faire dans Xlang, etc., c'est quand même déjà... Enfin bref. Donc, et puis, je veux dire, s'ils n'arrivent pas à le faire, il faut qu'ils changent de métier. Ça a été pendant un temps, souvenez-vous, la société a la plus grosse capitalisation boursière. Bon, ils sont retombés en dessous de Google maintenant, mais ça, c'est un autre problème. Ouais. Et ils ont... voilà, ils ont énormément d'employés fort bien payés. J'en ai eu quelqu'un quelques-uns devant moi à San Francisco la semaine dernière. Qu'est-ce que c'est bien payé chez Apple. Et enfin donc voilà, donc ils chez doivent Google aussi, pouvoir savoir faire quoi.
Moi, je pense qu'ils ont fondamentalement besoin de garder la communauté créative. Ils ont besoin de garder une certaine caution, enfin, à moins qu'ils arrêtent complètement de produire des Macs, quoi. Mais sur la partie vraiment de cette communauté, des ingénieurs du son, des musiciens, des architectes, des designers, des graphistes, des photographes, des vidéastes, des cinéastes, c'est un peu une espèce de caution d'image quand même. Voilà. Oui, en clair, historique. Oui, en clair, ce que tu veux dire, Emmanuel, c'est qu'aujourd'hui, les utilisateurs de ces machines professionnelles sont souvent des artistes, souvent des créateurs, et ce sont eux qui ont fait que ces machines aient cette aura de machines un petit peu plus cool, qui soient plus que des boîtes d'aluminium, car c'était des formidables instruments de création. Et qu'à l'origine, vous faites plaisir. Je suis désolé de vous dire ça, mais mon épouse qui a un iPhone, elle ne sait pas qu'il y a des graphistes qui utilisent des Macs. Enfin, je veux dire, ça, c'est un truc de vieux de la vieille, ça. Tu vois ce que sais bien, je veux dire? je pense Des trucs pas qu'on se qu'un mec raconte au point du feu. C'est ces trucs qui marchent entre designers et entre graphistes. C'est ce qui fait que cette communauté-là préfère les machines Mac. Mais ça ne marche pas en dehors. Aujourd'hui, ça n'a pas d'existence en dehors. Aujourd'hui, ce qui fait vivre Apple, je suis d'accord avec toi. Quand tu es un actionnaire qui ne pense qu'au profit, ça n'a aucun sens ce que je dis. Mais l'image d'Apple s'est construite tout au long de son histoire par ces gens-là qui ont contribué à ce que cette image aussi positive autour d'Apple s'est construite aujourd'hui. Une image positive qui s'effrite au fil des années, puisque Apple aujourd'hui, c'est quoi? C'est un constructeur de téléphone. Ça ne fait pas rêver les gens d'être un constructeur de téléphone. Par contre, faire des produits qui font rêver les gens, qui font des effets spéciaux dans Star Wars, qui font Toy Story, ça fait rêver les gens. Et c'est pour ça qu'il est important, à mon sens, en tant qu'utilisateur de Mac et observateur attentif de ce secteur, qu'Apple continue à adresser les pros, car ce sont eux qui continueront à ce que l'ADN d'Apple continue, même si ça reste aussi une entreprise financière. Et cette image, c'est eux qui la font, c'est pas Apple aujourd'hui. Ils ont arrêté il n'y a pas très longtemps, mais Apple sponsorisait des artistes en France, des gens comme Yann Arthus Bertrand, Akhenaton du groupe IAM, étaient des gens qui étaient quelque part endorsés par Apple et qui aimaient communiquer sur le fait qu'ils utilisaient ces machines pour créer. Et je pense pas qu'un mec comme Bono s'amuse à remonter sur scène juste pour dire « ouais, c'est chouette un iPhone ». Je suis d'accord. Ouais. Mais bon, il est évident que quand on est au bord d'Apple, quand on voit les chiffres de vente des iPhones, près de 500 000 iPhones vendus par jour aujourd'hui par Apple, ou des iPads, ce chiffre, tu avais raison de le dire tout à l'heure Cédric, et peut-être qu'ils atteindront au bout d'un trimestre ou au bout de 6 mois, voire d'un an pour le Mac Pro. Mais encore une fois, ça construit cette légende autour d'Apple. Alors elle est peut-être construite, elle est peut-être purement marketing, mais en ces périodes d'Apple bashing, je pense qu'Apple en a besoin de consolider son image. Et c'est pas un hasard si Apple y revient aujourd'hui. C'est peut-être son intérêt, peut-être pas pour adresser les professionnels, mais certainement pour reconstruire et redorer son blason. Messieurs, j'espère qu'on a réussi à faire brièvement le tour complet de ce Mac Pro. Peut-être du côté de Fanny, une petite dernière question Twitter. Ouais, on a juste 2 petites questions. C'est par rapport au prix justement. Il y en a qui posent la question, est-ce qu'il y aurait moyen de voir arriver après un Mac Pro low cost? Est-ce que c'est envisageable? Et est-ce que, et d'ailleurs il y en a un qui propose, est-ce que ce serait pas bien que la production se fasse du coup hors des USA pour faire baisser le coût? Oui, ça on n'en a pas parlé ce soir. Effectivement, le Mac Pro est produit aux États-Unis. C'est pas un hasard non plus par rapport à ces soucis de redorage de blason d'Apple. Hein. On veut reconstruire véritablement une image autour de ça. Messieurs, une petite réaction. Est-ce que vous pensez... Attendez, je suis forcé quand même. Bougez pas. Ouais. Alors ça, c'est mon petit Steve Jobs et je le bouge pour aller chercher ce qui est caché derrière. Je vais vous montrer une machine produite aux États-Unis. Allez, vas-y. Voici le Nexus Q, sorti l'année dernière, vous vous souvenez? Oui. Entièrement produit aux États-Unis. Ouais, ils n'en ont pas produit beaucoup, hein, Cédric. Fremont en Californie. Je souhaite à Apple un plus joli succès, même si c'est amusant parce qu'en fait il y a des histoires d'unité de design entre le Nexus Q, cette machine ronde avec des très jolis connecteurs derrière. On a appris d'ailleurs que Google allait faire une nouvelle version du Nexus Q. Je crois que ça y est, ça va être la vraie maintenant. C'était le galop d'essai. Produite en Chine celle-là. Celle-là? Ah non. En fait, Ah non, celle-là, elle est made in the USA. Hein. Le Nexus Q. La nouvelle, celle qu'ils vendront. Ouais. Ah oui, la nouvelle devrait être faite en Chine. Ouais. Enfin, en tout cas, oui, Edouard. Pour revenir sur la communauté, en effet, pendant très longtemps, moi je me rappelle, j'avais 14 ans, 15 ans, et j'ai fantasmé pendant des mois et des mois sur un Mac, à l'époque 128K, et à l'époque, c'est vrai qu'on fantasmait sur ce type d'ordinateur. Aujourd'hui, on a
un peu l'impression que Apple, avec les iPhones, ne fait plus forcément fantasmer. C'est vrai qu'il faut quelque part refaire un produit, je dirais, qui va nous donner envie à toute une communauté, même si est-ce que cette communauté est indispensable au chiffre d'affaires d'Apple, j'en suis pas persuadé. Maintenant, voilà, est-ce que moi, à 3000, je suis un peu comme Emmanuel, à 3000 euros, Tech en achètera un. À 6000, voilà, on utilisera des Mac mini en serveur. Hein. On aura la réponse. C'est vrai, pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose. Et puis surtout, on verra aussi les tests de performance. Ils sont plutôt bons, tu l'as dit tout à l'heure. C'est le moins qu'on puisse attendre de ce machine surpuissante et vraiment innovante en termes de design. Toutes les annonces, le Mac Pro, les annonces concernant la WWDC iOS 7 et plein d'autres choses, ce sera au menu du prochain numéro d'iCreate dont je vous montre la couverture. Regardez. Et on a même prévu un petit clip pour vous proposer et vous présenter précisément le contenu de ce magazine. En couverture du numéro 93 d'iCreate, le magazine des utilisateurs de Mac, iPhone, iPad et iPod, retrouvez toutes les annonces de la WWDC d'iOS 7 à Maverick, gros plans sur le Mac Pro et le test complet du nouveau MacBook Air. Sans oublier un portrait de Jonathan Ive, le designer d'Apple, un dossier spécial musique et un quiz spécial vacances pour jouer avec l'actualité d'Apple. iCreate 93, 6 € en kiosque. Et n'oubliez pas, iCreate c'est aussi un site internet pour nous suivre au quotidien, www.icreate.fr. Voilà, je pense qu'on a dû arracher les oreilles de pas mal d'internautes ce soir. On y est arrivé. L'heure est venue, je crois, tout simplement de passer au bon plan et au coup de cœur. Et le bon plan de notre partenaire Hyperjuice. Une bonne affaire ce soir vous est présentée. Le bon plan. Émission exceptionnelle d'On refait le Mac, bon plan exceptionnel. Notre partenaire Hyperjuice réserve à vous qui regardez On refait le Mac une réduction de... Donc Hyperjuice vous propose 20% de réduction sur son site, donc allez-y, il suffit d'entrer le code ORLM. C'est une bonne affaire parce que c'est des produits de bonne qualité, ils nous aident et on leur remercie. On refait le Mac. Allez, les coups de cœur tout de suite, on va commencer par Fanny, tiens. Alors moi, cette semaine, c'est une petite enceinte parce qu'on n'en voit pas tant que ça des enceintes pour iPhone, iPad, etc. C'est la Django S3 de chez Pure. C'est une enceinte quoi, Bluetooth? Alors, elle est Bluetooth et Wi-Fi. Ah. Et tu peux en Wi-Fi brancher jusqu'à 25 enceintes. Alors, vous qui aimez bien, c'est comme les Sonos sans coller partout. Voilà, exactement. Il y a une petite appli qui s'appelle Pure Connect qui est déjà téléchargeable sur iPhone et qui sera bientôt dispo sous Android. Et cette enceinte aussi, elle a 10 heures d'autonomie, donc tu peux l'emmener dans le jardin, c'est pas mal aussi. Et voilà, et tu peux mettre le son en 360, en frontal, en basse, en stéréo. Ça fait 20 watts et c'est à 249 € pour l'instant. Donc moi, je trouve que c'est assez correct vu la qualité et vu le type d'enceinte que c'est. Merci Fanny. Du côté coup de cœur, on va demander à Cédric maintenant s'il nous a réservé une petite surprise ce soir. C'est un projet qui est sur Kickstarter. J'ai un retour dans l'oreille. Donc c'est un projet qui est sur Kickstarter. Donc j'ai pas pu le tester, mais la vidéo est extrêmement parlante. Ça s'appelle Poppy. Poppy, c'est un petit boîtier dans lequel vous allez glisser votre iPhone et qui va lui donner la baie vue, c'est-à-dire que d'un coup votre iPhone va voir en double. En fait, ça permet de faire de la stéréoscopie avec un iPhone, que ce soit pour de la photo ou de la vidéo. D'ailleurs, c'est très simple. Ça coûte une quarantaine de dollars. Ça rappelle vraiment exactement, tu sais, ce qu'on faisait avec les vieux disques. Comment ça s'appelait, les machins avec des disques en diapositive où on voyait du relief et de la stéréo. C'est très chouette, c'est exactement le même principe. Soit tu le replies pour regarder les vidéos et les photos en 3D, soit tu le déplies pour en prendre. Je trouve ça remarquablement fait. Les deux fondateurs qu'on voit dans la vidéo de présentation expliquent avoir énormément bossé à la fois sur le design pour que, ça marche, mais deux, ça rappelle quand même ces vieilles machines. Et puis surtout sur le prix, sur les optiques, etc. 40 $, ça me paraît vraiment pas cher. C'est le prix d'une coque iPhone, en gros. Voilà, ça s'appelle Poppy. Elle est sur Kickstarter. Donnez-leur 40 $ et vous serez parmi les premiers à pouvoir refaire en vrai de la photo et de la vidéo 3D. Ce qui est rigolo, c'est que ces vidéos 3D, on peut aussi maintenant les partager directement sur YouTube et tous les gens qui ont soit une télé 3D, soit des lunettes anaglyphes, etc. pourront les regarder. Mais ils ont atteint le ratio nécessaire? Oui, je crois qu'ils sont même sursouscrits. Ça fait partie des trucs qui marchent. Ça va. Là, ça y est, ça va sortir pour de vrai. On ne sait jamais quand. J'ai encore croisé quelqu'un la semaine dernière qui avait trouvé. Il y avait des gens qui avaient lancé une sublime machine à exprimer
l'expresso de l'enfer. Ils voulaient réinventer l'expresso, le truc vraiment à la Steve Jobs. Tu vois, genre il y avait le téléphone avant et le téléphone après. Eux, c'était l'expresso d'après. Le problème, c'est que tous les gens qui ont souscrit, on leur dit bah, ça y est, ça arrive, c'est bon, mais c'était il y a 2 ans. Ouais. Bien, merci Cédric. Emmanuel, de ton côté, ton coup de cœur ce soir? Moi, j'aime bien on parlait de Thunderbolt et on n'en parle pas encore assez. Au niveau des périphériques de stockage, il y a des produits qui sont très très intéressants chez G-Tech. Notamment, j'aime beaucoup un produit qui s'appelle le G-Dock, qui est un petit boîtier qui permet d'avoir deux disques 3 pouces et demi qu'on peut mettre en RAID. C'est très utile pour les tournages, justement, pour pouvoir avoir un système de miroir ou en RAID 0 pour avoir des performances. Mais en tous les cas, moi j'aime bien l'utiliser sur les tournages pour faire les backups des caméras. C'est un système assez malin et voilà. J'aime beaucoup ces produits-là. Merci Emmanuel. Du côté d'Edouard, est-ce que tu as eu le temps de trouver un coup de cœur entre le début de l'émission et la fin là maintenant? Alors, un coup de cœur très, très original qui va te. Voilà. Alors, un coup de cœur et un coup de gueule. Ouais. En ces périodes où on parle beaucoup de neutralité du net, c'est vrai que Free souvent m'énerve beaucoup quand j'essaie de regarder une vidéo sur YouTube, malgré la fibre. Ici, on a la fibre. Donc, un coup de cœur sur SFR. On a depuis ce matin ici la fibre à 300 mégas sur SFR avec 50 en upload et c'est assez bluffant. Et je peux regarder à nouveau des vidéos en HD. Donc voilà, et quand même avec Free sans peering, sans passer par un proxy Free. Voilà, donc, et en ces périodes de neutralité du net, allez, parfois quand même, il faut bien reconnaître que Free innove et il nous énerve, mais ils innovent. Et voilà, la box de Free cette semaine et devient un véritable ordinateur. Donc, on va pouvoir maintenant se connecter, avoir un vrai OS et faire tout un tas de nouvelles applications. Alors, je me dis, on va les quitter, et puis voilà, je me dis, ils savent encore un peu innover. Donc, voilà, ils arrivent toujours à trouver un petit plus. Toujours à trouver un petit quelque chose. Donc, ils m'énervent beaucoup en termes de neutralité du net, ce @Xavier75. Et puis, d'un autre côté, quand même, il faut bien reconnaître qu'ils savent innover. C'est vrai que la nouvelle console d'administration, puisque c'est ça dont il s'agit. La console d'administration. Voilà, c'est un vrai ordinateur avec une vraie interface qui est vraiment. Je pense que la montrer ici. Qui est très innovante et qui permet carrément on peut même carrément consulter de l'extérieur depuis son iPhone ou alors de son Mac ou de son PC le contenu de son disque dur contenu dans le serveur Freebox à la maison. Et c'est vraiment très simple, il suffit de cocher sur une case, c'est assez bluffant. Un NAS. Oui, c'est un NAS, mais sans configuration, donc c'est assez bluffant. De mon côté, le coup de cœur, c'est un petit accessoire. Pour le dernier de l'année de la saison, ce sera forcément un accessoire, parce que moi, je préfère toujours le matériel. Alors, regardez, qu'est-ce que c'est ça? C'est une clé USB, mais pas n'importe quelle clé. Alors, c'est une clé. Est-ce qu'on peut brancher, selon vous, une clé? Alors, je vais la sortir, sinon vous ne la verrez pas. Est-ce qu'on peut brancher une clé sur un iPhone, à votre avis? Eh bien, moi, je vous dis, théoriquement, ce n'est pas possible de brancher une clé sur un iPhone. Alors, je fais mon ménage en même temps, mais on va y arriver. Mais celle-ci, on peut. Pourquoi? Parce que regardez, elle a une prise dock. Ah, mais Cédric va me dire, mais tu as un iPhone 5, tu ne peux pas la brancher, il faut du Thunderbolt. Elle est livrée avec l'accessoire, regardez, l'accessoire Thunderbolt, et on peut brancher sa clé USB à la fois sur le Mac et sur son iPhone ou sur son iPad, de sorte que tout le contenu de la clé est lisible sur l'iPhone ou l'iPad ou l'iPod Touch via une application, et vous pouvez donc directement glisser par exemple un DivX, on voit l'application, et le lire directement sans transcodage, sans passer par iTunes. Donc c'est une super idée. Ça s'appelle, je cherche dans mes notes, l'iFlash Drive HD de PhotoFast. Ça va coûter un petit peu cher, et forcément il y a un revers de la médaille. Il faudra compter à partir de 70 € pour la version 8. Ça existe également en 16 et en 32, et jusqu'à 250 € pour la version 64 Go. La PhotoFlash iFlash Drive HD, même le prix vous fera rire. Voilà, c'est le 139e épisode de Refait le Mac. Vous retrouvez Fanny chaque semaine dès la rentrée dans Refait le Mac, bien sûr, mais également pour une prochaine Fanny's Party. Elle est programmée quand, Fanny? Elle est programmée pour le mardi 24 septembre au Hard Rock Café avec une thématique un peu spéciale. On fait une spéciale Star Wars. Très bien, donc on sera là, on va sortir nos sabres laser. Soyez au rendez-vous. Merci Fanny. Cédric, vous le retrouvez chaque semaine, bien sûr, sur LCI dans plein écran, chaque dimanche. Il y a encore des pleins écrans là, où la saison est terminée?
Non, il en reste encore 3, 2 sur des startups. On a vu des trucs très très bien, mais je vous raconterai ça. Bah non, pas la semaine prochaine, il n'y a pas de semaine prochaine. Non, on est allé voir Airbnb, on est allé voir Yelp, on est allé voir surtout tu sais, les gens de Leapmotion qui font le petit capteur qui va te permettre de transformer ton Mac enfin en Mac tactile sans avoir besoin qu'Apple en fasse un. Ça va venir, je désespère voilà, pas, ça va de venir. toute beauté. Et puis voilà, et puis des trucs dans les labos d'Intel, ça ce sera dans les 2 semaines à venir. Et après, vous aurez le meilleur de l'essence de l'extrait du best-of de plein écran tout le reste de l'été. Donc voilà, finalement, moi je m'arrête, mais plein écran s'arrête pas pendant cet été. Continue. Merci Cédric. Emmanuel, vous le retrouvez bien sûr sur les machineurs. Et l'actualité des machineurs, actuellement, tu peux en parler un petit peu ? Eh bien, on déménage. On va rejoindre. On déménage, on part dans le sud de Paris, à Ivry, dans un nouveau lieu qui va héberger 4000 m² de studios de cinéma et de télévision. Et voilà, on est tout excité à cette idée. On va un peu arriver en plein milieu des gravats, mais ça va être sympa. Sinon, sur ma partie blog, et je vais faire une série de tests et de comptes rendus sur les produits 4K, on en parlait tout à l'heure, de Canon, avec le fameux 1DC et la C500. Et ça aussi, ça devrait arriver assez vite sur pampuri.net, donc mon blog. Sur Twitter, il faudra suivre aussi Emmanuel sur Twitter. Edouard, merci d'avoir participé à cet épisode de Refait le Mac à la dernière de la saison. On devrait se retrouver très vite à la rentrée normalement. Bonne chance, longue vie à Tech. On suit l'activité de Tech sur TEC France, à TEC France. Voilà, et moi, à TED Online. On était très fiers d'essuyer les plâtres avec toi. Les choses vont monter en puissance. Vous voyez, les choses s'améliorent d'émission en émission et tout sera fin prêt pour début septembre, le début de l'ouverture de l'antenne. On démonte tout, on remonte tout. Voilà, on remballe et on déballe, ça va être chaud bouillant. Voilà, merci bien sûr aux absents du jour, à savoir Rodrigo qui ne pouvait pas être là ce soir, mais également Monsieur X qui a été retenu. On pense à eux et ils seront avec nous à la rentrée frais et dispo. Merci également à toute l'équipe, donc on l'a dit, de Tech TV et d'Edouard Marquis. Merci au son à Olivier Rousseau. Merci à François Bontemps, notre monteur et réalisateur, qui n'a pas démérité ce soir, croyez-moi. Et bien sûr, merci à vous qui, depuis 4 ans, nous suivent avec une grande fidélité, avec une grande indulgence, malgré nos petits soucis techniques. On vous donne rendez-vous plus fort et encore, j'espère, meilleur à la rentrée, début septembre, avec une activité d'Apple qui s'annonce déjà riche. Voilà, tout simplement. À la rentrée, bonsoir. Les smartphones et les tablettes, toujours plus puissants, toujours plus rapides et toujours plus gourmands. Qui n'a jamais connu une panne de batterie ? Une panne de batterie. Hyperjuice, c'est la solution. Avec ses batteries design, il est facile d'augmenter l'autonomie de son appareil mobile. Doublez l'autonomie de votre iPad, triplez celle de votre MacBook. Les batteries externes Hyperjuice, c'est la simplicité d'utilisation et ses 10 coloris différents pour tous les goûts. Venez les découvrir et les adopter sur hyperjuice.fr. hyperjuice.fr. Et retrouvez-nous aussi sur Facebook. Hyperjuice.fr. Get more.